sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro de votre magazine Genre et Volontariat. En ce jour, nous sommes très contents de recevoir pour vous le docteur Manzombi, que je m'en vais saluer maintenant. Bonjour docteur Manzombi. Bonjour Saforia. Vous venez de découvrir mon invité de ce jour et avec lui, nous allons échanger sur la drépanocytose, mais un focus sur la jeunesse et sur la femme. Nous allons parler des questions pratiques, nous allons quitter la théorie, mais pour rester dans la pratique. Docteur Manzombi, ma toute première question, que pouvons-nous comprendre par le test ou l'examen de l'électrophoreuse? L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est l'examen qui, actuellement, dans les conditions de notre pays, donne le diagnostic de la drépanocytose. Ce qui peut vous dire que non, tel enfant est né, quand vous avez remarqué des signes comme la pâleur des conjonctives, comme les gonflements des mains et des pieds, comme la fièvre, comme les pleurs, cet examen va vous confirmer que cet enfant est drépanocytaire, signifie anémie SS. Mais il y a aussi d'autres examens de confirmation rapide qui commencent à venir dans notre pays. C'est le diagnostic moléculaire de la drépanocytose. Ça existe déjà aux cliniques universitaires, donc c'est un diagnostic aussi rapide et aussi sûr que, plus sûr même que l'électrophorèse de l'hémoglobine. Très bien dit docteur, nous aimerions savoir, lorsqu'on fait ces diagnostics-là, lorsqu'on fait ces examens, qu'est-ce que l'on recherche? Quel est l'agent causal que l'on veut déterminer? Faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est pour être rassuré que le malade, l'enfant, c'est surtout chez les enfants que nous faisons ça, est né drépanocytaire. La drépanocytose n'a pas un agent causal tel qu'une bactérie, un virus. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. Vous comprenez? C'est le papa qui est AS, la maman qui est AS, qui donne, le papa donne son S, la maman donne son S, et l'enfant SS malade sort. Alors, c'est ça qui donne ce que nous appelons la maladie drépanocytaire. Donc cet enfant est né avec un défaut génétique, comprenez, et il produit une molécule que nous appelons l'hémoglobine, qui se trouve à l'intérieur des globules rouges, qui sert au transport de l'oxygène à partir des poumons, comprenez, qui transporte de l'oxygène dans tout le corps et qui capte le gaz carbonique et le rejette par nos narines, par le nez. Et il va développer une molécule malade qui ne saura pas bien transporter l'oxygène et qui va favoriser les infections facilement chez ce malade-là. C'est ça la drépanocytose. Ce n'est pas une bactérie ou un virus ou un parasite, un agent causal qui donne la drépanocytose, non. C'est une maladie génétique constitutionnelle. Très chers téléspectateurs, le docteur Manzombi l'a si bien dit qu'il n'y a pas d'agent causal de la drépanocytose ou vulgairement appelée anémie SS. Donc, c'est une maladie qu'on hérite génitale, qu'on hérite de deux parents et l'enfant est malade. Donc, il n'y a pas d'agent causal. Si vous nous suivez, vous nous prenez le cours, nous recevons sur ce plateau le docteur Manzombi. Avec le docteur, nous allons échanger sur la drépanocytose. Nous allons regarder deux groupes de personnes cibles, la jeunesse ainsi que la femme. Donc, nous avons parlé tout au début du test de l'électrophoreuse avec d'autres diagnostics que le docteur vient de révéler. Mais ensemble, nous allons comprendre pourquoi
je veux poser ma question au docteur Manzumbi pour savoir quels sont les symptômes ou quels sont les signes que l'on peut retrouver chez un enfant malade de la drépanocytose. Les symptômes de la drépanocytose, surtout chez les petits enfants, c'est surtout la fièvre à répétition. Les pleurs chez cet enfant, ces pleurs, c'est une expression de la douleur. Donc cet enfant a mal, c'est pour cela qu'il pleure. Ce sont les gonflements des mains et des pieds. Nous appelons syndrome main-pied. Hand-foot syndrome en anglais. C'est l'augmentation de la taille ou du volume de la rate. C'est la coloration jaunâtre des yeux. C'est ça, en général, les signes d'appel qu'un parent ou une maman qui a déjà eu un enfant, qui remarque cela, se dira non, cet enfant ne va pas bien, je vais voir un médecin. Et quand elle arrivera, ou les deux parents arriveront chez le médecin leur confirmera qu'écoutez, cet enfant-là, pas que ce que vous remarquez, il y a aussi des yeux qui sont tout blancs. C'est la pâleur, nous appelons, des conjonctives, où ils sont étonnés que le médecin leur dise que l'enfant a une anémie. Donc moi, la maquila et Sili, nous devons transfuser. Beaucoup arrivent dans ces conditions-là. Et en ce moment-là, l'urgence, ça sera de transfuser l'enfant et de approfondir les examens plus tard pour être rassuré si cet enfant est drépanocytaire ou pas. Docteur, nous constatons que la personne malade naît malade, permettez-moi cette tautologie. Donc le sujet est malade toute sa vie. Mais comment expliquer qu'il soit malade toute sa vie? Et vous parlez des douleurs. Les douleurs, ça se situe à quel niveau? C'est au niveau des os, au niveau de la chair. Parle-nous-en plus. Pourquoi cette maladie fait aussi craindre, mais elle n'est pas aussi bien connue et bien identifiée par la communauté, l'ensemble des Quinois ou Congolais? Je vous ai dit symphorien que la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. Vous voyez qu'il y a des caractères héréditaires qui sont visibles. Nous les Noirs, nous avons des cheveux crépus. Ces cheveux crépus, c'est toute notre vie. Nous avons une peau noire. Cette peau noire, c'est toute notre vie. Il y a, je ne sais pas, les albinos qui ont un problème de génétique. Ça reste toute la vie. Donc, s'il y a un caractère génétique, on est né avec, on vit avec, on mourra avec ce caractère génétique. C'est pour cela qu'il y a par exemple des différences entre les races. Il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des noirs. Vous comprenez? Ça, ce sont des caractères génétiques qui font cette différence-là. Bon, c'est pour ça que toute la vie, on transporte, on porte ces caractères génétiques jusqu'à la fin de sa vie. Et la douleur du drépanocytaire, c'est le squelette fait mal. Les fortes douleurs viennent des os, mais les muscles font mal aussi. La peau fait mal aussi. Pourquoi? Parce que tout ce que je cite là, les os, les muscles, les tendons, la peau, tout est nourri par le sang. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Comprenez? Pour que vous vous sentiez bien, vous devez être bien nourri, parce que le sang transporte, charrie tout ce qui est oxygène et éléments nutritifs pour que nous puissions vivre. Mais vous avez un déficit dans ce transport-là.
la manifestation, ce sont des douleurs. Il n'y a pas que les douleurs. Ce corps-là est un corps fragile et susceptible de développer beaucoup d'infections. En commençant par la malaria qui sévit, qui est endémique dans nos milieux. Tout ce qui est bactéries, le drépanocytaire peut attraper cela. Les virus, le drépanocytaire peut attraper cela. Donc ce corps-là du drépanocytaire est un corps fragile par manque de nutriments, d'une nourriture ou de l'oxygène qui devrait arriver à ce niveau-là, à tous les niveaux de son corps, mais ça n'arrive pas normalement et le corps a des faiblesses. Vous comprenez? C'est pour cela que prendre en charge le drépanocytaire, il ne faut pas voir seulement la douleur au niveau de la jambe ou la douleur au niveau du doigt ou au niveau de la tête, non. C'est un tout. Qu'est-ce qui donne cette douleur-là? Que pouvons-nous améliorer pour que cette douleur diminue? La douleur n'est quelquefois un signe d'un problème profond. Il peut te dire, j'ai mal ici au thorax, ça me fait mal pour respirer, alors que le drépanocytaire a développé une pneumonie au fond. Vous comprenez? Il peut te dire, oh, j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, alors qu'il développe un paludisme. Il peut te dire, écoutez, j'ai mal à la jambe. Vous voyez que c'est un peu gonflé, alors qu'il développe une ostéomyélite, donc une infection avec des microbes qui sont entrés dans l'os et dans la moelle osseuse. Vous comprenez? Donc, la médecine ne s'arrête pas à cette douleur. La médecine doit voir globalement quel est le problème que le drépanocytaire pose et en ce moment-là soigner. Il peut venir, il te dit que bon, j'ai mal à la tête alors qu'il a hémolysé. Donc il a détruit beaucoup de ces globules rouges. Il faut lui donner du sang. Il faut faire une transfusion pour qu'il se sente bien. Comprenez? Mais il viendrait et vous dirait que j'ai mal à la tête. C'est à vous, le médecin qui connaît la drépanocytose, qui allait chercher, oui, il a mal à la tête parce que sa tête n'est pas bien oxygénée, parce qu'il a hémolysé, donc il a détruit une grande partie de ces globules rouges à cause de la drépanocytose. Et nous devons lui donner du sang. Ou à cause et de la drépanocytose et autre chose qui s'associe, par exemple le paludisme, par exemple la grippe, ça peut s'associer et détruire les globules rouges massivement, et ce malade-là a besoin d'être aidé par une transfusion, par un apport extérieur des bons globules rouges qui vont mieux réoxygéner son corps et il se sentira mieux. Le docteur vient de nous expliquer que la drépanocytose est une maladie incurable. Il n'y a pas de traitement spécifique pour guérir de la drépanocytose parce que c'est une maladie génétique et on ne peut que donner des soins pour soulager et pas guérir le malade. Et je m'en vais poser la question au docteur Manzoli, qui est de savoir maintenant comment doit-on faire pour prendre en charge une personne qui est drépanocytaire. Parce que de là, nous allons comprendre l'importance de la toute première question que j'ai posée, le dépistage par le test de l'électrophorèse. Docteur, comment se fait la prise en charge d'une personne drépanocytaire? Sans symphorien, la prise en charge d'une personne drépanocytaire est une prise en charge globale. Prise en charge nutritionnelle, prise en charge environnementale, prise en charge médicale, prise en charge psychologique, prise en charge scolaire. Oui, c'est vraiment une prise en charge globale.
Tu venais de dire là que la drépanocytose est une maladie incurable. Oui, je te concède que nous ne guérissons pas la drépanocytose du jour au lendemain, que personne ne vous trompe, mais la médecine fait des efforts pour améliorer la qualité de vie du drépanocytaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des drépanocytaires adultes, 50 ans, 60 ans, 80. Qu'est-ce qu'une personne humaine qui est arrivée à 60, à 80 ans va faire encore de plus qu'il n'a pas pu faire à 30 ans, à 40 ans? Donc, en améliorant la qualité de la vie par la science, nous améliorons la vie du drépanocytaire, nous assurons une longévité au drépanocytaire et il vit normalement comme tout être humain et il rend des services à la nation. Il faudra que nous puissions prendre la vie avec un peu de philosophie. Parce que quand on dit que le drépanocytaire a une maladie incurable, comme s'il serait inutile dans la société. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une personne humaine qui est très utile. Il y a des drépanocytaires dans ce pays, des grands responsables. Moi, au Congo, en tout cas, la maman drépanocytaire que j'ai vue la plus âgée avait 72 ans. Et ce sont ces petites filles, ces cocos, qui l'amenaient consulter à l'hôpital. Je crois que pour le moment, elle ne veut plus, que son âme repose en paix. Mais j'ai des drépanocytaires de 60 ans, de 65 ans, de 66 ans, que je suis encore. Et j'ai des drépanocytaires, des grands responsables dans les sociétés ici, dans les services ici, à gauche, à droite. Il y a beaucoup de drépanocytaires qui travaillent. Comprenez? Donc, ce sont des personnes, il suffit de bien prendre sa charge d'abord quand il est jeune, parce que quand on est plus jeune, on est plus fragile. Ce sont les parents en ce moment-là. Dès la naissance jusque vers l'âge de l'adolescence, ce sont les parents qui vont prendre en charge, et sur le plan nutritionnel, une nourriture équilibrée, de l'eau potable régulièrement, ne pas être exposé au paludisme, comme nous avons le paludisme endémique dans notre pays, ne pas être exposé aux vers intestinaux. L'hygiène générale du drépanocytaire doit être rigoureuse, ne pas être exposé aux infections. J'ai toujours demandé à mes malades, attention, n'amenez pas les drépanocytaires dans des attroupements, dans des foules, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui tousse à côté, vous croyez que c'est une toux banale, alors que le drépanocytaire attrape une tuberculose comme ça, parce que vous l'avez amené dans une foule, même dans des églises. Les drépanocytaires ont attrapé des maladies graves. Je ne suis pas contre les églises, mais faites très attention quand vous y allez, où vous mettez les drépanocytaires. Voyez là, par exemple, nous sommes en début de saison sèche. C'est connu dans notre pays que la saison sèche arrive avec des maladies. Les maladies de voie respiratoire supérieure, les maladies qui peuvent devenir des maladies de voie respiratoire inférieure. Quand le drépanocytaire va attraper un rhume, une toux, ça peut se développer vers une pneumonie très facilement. Donc à la saison sèche comme ça, il faut faire très attention, le protéger contre le froid, le protéger contre les piqûres de moustiques, le protéger contre tout. L'accoutrement doit être adapté à la saison.
S'il fait froid, il faut des habits chauds. S'il fait chaud, le drépanocytaire, on peut le laisser un peu aéré. La chambre du drépanocytaire doit être propre. Les draps doivent être lavés régulièrement, tous les 2-3 jours. Le drépanocytaire doit dormir sous la moustiquaire imprégnée. Ça signifie que quand on distribue les moustiquaires dans notre pays, je connais qu'il y a des groupes cibles, les femmes enceintes et les enfants en dessous de 5 ans. Mais nous devons intégrer les drépanocytaires, qu'ils soient adultes, qu'ils soient enfants, pour lui donner une moustiquaire et qu'il dorme sous cette moustiquaire imprégnée. Il doit y avoir des treillis moustiquaires à la fenêtre du drépanocytaire pour éviter que mouches, moustiques, tout pénètre dans sa chambre. La toilette doit être un endroit, nous appelons ça des sanitaires. Nous avons des mauvaises habitudes. Sanitaire, ça vient de santé. C'est là où nous allons pour nous dégager, pour que nous soyons en bonne santé. Mais ces sanitaires, en général, sont très sales. Ce ne sont plus des sanitaires. Comprenez? Voilà un peu brosser brièvement la vie d'un drépanocytaire. Vivre dans des mauvaises conditions, dans la saleté, ne peut pas permettre au drépanocytaire de grandir et d'avoir une bonne qualité de vie. Très chers téléspectateurs, le docteur Wanzombi vient de brosser comment doit se passer la prise en charge d'un drépanocytaire. Certes, la drépanocytose est une maladie incurable, mais les drépanocytaires sont des personnes utiles à la société. Et si toutes les conditions sont réunies, ils sont utiles à la société au même titre que des personnes saines dans la société. Et là, nous allons poser une autre question à notre invité de ce magazine. Docteur, nous aimerions comprendre la sensibilisation. Quelles sont les unions à risque? Qui sont les causes qui donnent naissance, pourrais-je dire, à des enfants malades, porteurs de la drépanocytose? Et pour la question, pour que nous puissions encore rappeler à notre population que c'est surtout le mariage ou les unions entre AS et AS. Ce sont ces personnes qui sont les plus ignorantes, alors qu'ils sont des réservoirs, les porteurs sains de la drépanocytose. Ils ne sont pas malades, mais ils vont transmettre la maladie à leur progéniture, à leurs enfants. Vous voyez un monsieur normal, qui se lève bien, quelquefois un grand sportif. Il aime une jeune fille, quelquefois sportive, en forme, sans passer par les examens de laboratoire, parce que ça ne s'écrit pas sur le visage. Sans passer par les examens, et demain, ils vont avoir un enfant malade de drépanocytaire. Donc, ce sont ces ignorants-là, AS, qui propagent, qui entretiennent. Ce sont les réservoirs de la drépanocytose. Ce sont ces couples que nous devons éviter. Il y a aussi des unions que nous pouvons appeler contre nature. Un SS et un SS ne peuvent pas se mettre ensemble pour avoir des enfants. Vous comprenez? Ça, c'est procréer que des malades. Donc nous aurons un jour le papa est transfusé sur ce lit-là, la maman sur ce lit-là et l'enfant sur l'autre lit. Mais qui va s'occuper de qui? Ça ne peut pas arriver. Et les AS non plus avec
garçon AA, fille AA, là, ils n'auront pas des enfants malades de la drépanocytose. Il y a d'autres maladies, il n'y a pas que la drépanocytose. Donc AA avec un AS, ça va encore. Mais de plus en plus, nous sommes en train de comprendre que la vie appartient à tout le monde. Faut-il que nous puissions condamner des jeunes filles SS à ne jamais avoir un enfant? Non, je crois que beaucoup de gens vont répondre non. Nous formons des médecins. Et il y a des grands gynécologues qui sont formés à l'université pour prendre en charge les grossesses des filles drépanocytaires, donc des mères drépanocytaires. L'objectif de la médecine, c'est de, comme j'avais dit, d'améliorer la qualité de la vie et non de la détruire. Si il nous arrive qu'une jeune fille ou un jeune garçon SS a besoin d'avoir un enfant, nous conseillons que ce soit avec une personne, un conjoint ou une conjointe AA. Là, ils pourront avoir des AS, mais à ces AS-là, il faut donner toujours des conseils. Ne tombez pas chez des SS pour que vous puissiez vivre quand même heureux votre vie. Comprenez? Donc, il y a des unions, surtout les ignorants AS. C'est ça le grand réservoir. Ce sont ceux-là qui favorisent la drépanocytose. Docteur, à la veille du 19 juin, date, là on commémore la lutte contre la drépanocytose, une évaluation par rapport aux jeunes, à la femme, par rapport à la lutte contre la drépanocytose. Nous en sommes où? Et je vais ajouter à cela les perspectives. Vous qui êtes dans le milieu, la prise en charge, vous êtes spécialisé, parce que je ne peux pas le cacher, le docteur Manzombi soigne les drépanocytaires, mais lui-même aussi est drépanocytaire aussi. Avec votre regard d'expert, où en sommes-nous à la veille du 19 juin? Symphorien, la drépanocytose est une maladie génétique. Donc, c'est le parent, papa et maman, qui transmettent la maladie à l'enfant. Le 19 juin, c'est une journée pour que nous puissions mettre en point un jour. Écoutez, évaluons un peu l'action que nous menons de sensibilisation contre cette maladie génétique héréditaire. Il est vrai qu'il y a des statistiques qu'on pourra vous donner au niveau du programme de lutte contre la drépanocytose, que je n'ai pas maintenant. Mais ce que je peux vous dire de prime abord, c'est qu'il n'y a vraiment pas de grandes avancées. Vous comprenez? Pour quelle raison? D'abord, cette maladie génétique n'attrape pas la personne. La personne malade, c'est l'enfant. Vous comprenez? Ce n'est pas le géniteur. Ce n'est ni papa ni maman. Alors que nous sensibilisons des jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans maximum. Ils n'ont pas encore eu d'enfant. Ils ne comprennent pas exactement c'est quoi. Il y en a qui vous disent, mais non, je ne serai jamais dans ce cas. Je ne me fais même pas dépister. Il y en a qui vous disent, écoutez, Dieu va aider, ça ne m'arrivera jamais. Alors que ils se marient quelque temps après, ils ont un enfant drépanocytaire. Si ça pouvait consister, faire un retour
Alors ce pauvre enfant-là, c'est très difficile dans ce genre de maladie génétique parce que l'amour, quelquefois nous disons l'amour est aveugle, mais la douleur nous fait ouvrir les yeux de cet amour-là. L'amour est aveugle. On a mis comme critère l'amour d'abord et le reste, on ne s'en occupe pas. Mais pour des couples à risque, ça pose des gros problèmes. En général, ça ne traîne pas. Ça pose des gros problèmes. Donc, nous lançons encore une fois un appel à la jeunesse. Et le 19, c'est dans quelques jours, nous allons faire des actions de sensibilisation pour la drépanocytose. C'est lui qui peut écouter que les aînés disent ceci, écoutons. Il écoute. C'est lui qui ne veut pas écouter. Bonne chance à lui. Que la maladie ne lui arrive pas. Vous voyez, c'est comme les enseignements que nous sémons dans une salle de classe, dans un auditorium des étudiants. Mais à la fin de l'année, il y a toujours un premier. Dans la classe, il y a toujours un dernier. Comprenez? C'est lui qui suit. Il suit, c'est lui qui ne veut pas suivre, qui dit que bon, ça ne lui arrivera jamais. Nous ne pouvons pas, ce sont des libertés individuelles. Nous ne pouvons pas l'empêcher de ne pas suivre. Voilà, M. Saint-Florien, ce que je peux vous dire, Seigneur. Chers téléspectateurs, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les propos du Dr Manzombi, c'est déjà la fin. Une grande activité sera réalisée en partenariat avec le Dr Manzombi, le magazine Genre Volontariat, pour la présentation sur la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Donc déjà vers la fin de ce mois, nous allons vous informer sur les activités qui seront réalisées. Docteur Manzombi, c'est déjà la fin. Pour nous séparer par rapport à ce numéro, qu'est-ce que vous pouvez porter comme message d'espoir? Nous disons SS, souffrir et sourire. La drépanocytose n'est pas que la souffrance. La drépanocytose aussi, c'est comme nous disons maintenant la résilience. Donc, comment ces personnes qui connaissent des douleurs, qui connaissent une vie difficile, peuvent supporter, peuvent transformer cette souffrance en quelque chose de positif. C'est ça un peu la résilience. Vous comprenez? Moi, le docteur Manzombi, j'ai transformé cela en cette clinique que vous venez voir ici, en quelque chose de très positif, en quelque chose de très merveilleux, de très bien. Le service que je rends ici, je crois que beaucoup de ceux qui ne sont pas drépanocytaires ne l'ont jamais rendu. Comprenez? Il faudra que dans la vie, si vous avez une souffrance quelconque, une difficulté quelconque, s'il y a moyen de transformer cela à quelque chose de bien, quelque chose de positif, n'hésitez pas. Et c'est ça que je lance comme message à tous les drépanocytaires, de comprendre ce que nous appelons la résilience. Transformons notre souffrance à quelque chose de bien, à un sourire, à quelque chose de positif, à une joie. Voilà le message que je lance pour ce 19 juin. Suivi, c'est déjà la fin de notre numéro avec le message du Dr Manzombi, la résilience. Bye. Nous pouvons nous lever.